Depuis plusieurs semaines, on travaille avec l'équipe de René Villemur à Québec, qui est un éthicien de renommée internationale, qui s'implique depuis plusieurs années aussi pour la francophonie et qui trouve notre association Francophonie sans frontières très porteuse et qui a décidé de nous accompagner. Donc il est partenaire principal et avec sa collaboratrice qui est sociologue, Sophie Hamel Dufour, on a travaillé avec notre conseil d'administration sur l'assise éthique de Francophonie sans frontières parce qu'on a envie que notre action à travers le monde soit fondée sur l'éthique. Donc ce soir, le but de l'atelier, c'était de tester auprès des participants l'intérêt vis-à-vis de ces valeurs et de ce principe d'action, de voir s'il y avait une acceptation vis-à-vis d'eux, une acceptation interculturelle, parce que notre but c'est pas d'avoir des valeurs imposées, mais des valeurs qui s'imposent de par les participants et de par leur bagage culturel qui est divers selon leur pays. Alors, la question de savoir quelle est la stratégie que la direction jeunesse de l'OIF met en place pour accompagner ces associations-là ou ONG qui mettent en œuvre des activités pour faire connaître la francophonie. Dans cet atelier, ça a été un moyen en fait de voir toutes les initiatives qui ont été mises en place à la suite de cette crise, mais même qui étaient là avant la crise, et aussi d'avoir une réflexion sur à quoi va ressembler la francophonie dans 50 ans par exemple. Et donc avec la France et le Québec qui sont deux états et gouvernements qui sont très impliqués dans la francophonie, l'OIF qui a lancé une consultation jeunesse qui en plus, cette consultation jeunesse devait être faite avant la crise, n'était pas prise en compte par rapport à la crise, mais a été perturbée, chamboulée par la crise, et donc ça a permis d'avoir aussi des réponses qui étaient importantes, d'avoir participé à une intelligence collective pour avoir des initiatives, pour réfléchir à une francophonie d'avenir. Acadien de l'île, avec Marie-Paul Legac et Belle-Île Acadie. Et puis Baptiste. Et Baptiste. Un Acadien errant, banni de ses foyers. Un Acadien errant, banni de ses foyers. Quand les Acadiens sont arrivés, c'est-à-dire 363 personnes, 78 familles, l'abbé Leloutre, qui a discuté avec les États de Bretagne, avec la France et le gouverneur de Belle-Île, Varenne, avait imaginé un village commun à tout le monde, aux Acadiens. Et la décision a été prise que non, pour une meilleure assimilation, il fallait que les 78 familles acadiennes soient dispersées dans tout Belle-Île, dans les 4 paroisses. Et c'est comme ça que dans 40 villages, les 78 familles acadiennes ont été dispersées. Et ça a été le premier cadastre qui a existé en France. Belle-Île a été partagée en 530 parcelles. Il y avait 120 villages. Et chaque famille recevait 20 arpenteurs avec un acte de propriété qui s'appelait un afféhachement. Pour supporter le grand vent qui existe et qui est le vent, il fallait que la porte fasse 50 cm de large, 1,70 m de haut. Donc ça veut dire que les gens n'étaient pas encore très très grands à ce moment-là. Tout était réglementé, comme actuellement, tout est réglementé.
fallu accepter ce que le joug anglais nous obligeait à faire. Mais lui, il n'a pas voulu accepter, donc il est parti se battre et il a fini par être obligé d'être déporté. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en 1758 ici. Vous prendrez sur Internet Joseph Leblanc dit le Maigre, et il y a quelques pages racontant l'histoire de ce qu'il a fait, justement. Si on arrive à reconstruire la mémoire acadienne, c'est qu'il y a tous les différents registres paroissiaux qui ont été échangés entre les paroisses et remontés sur les évêchés, et ça nous constitue une base historique pour permettre de retrouver l'histoire de la population acadienne. Cette maison-là aussi, à 1766. Donc c'est un village dans lequel il y avait des Richard et des Leblanc. Elle a été très généreuse pour les Bellilois. Oui. Quand il y a eu un peu de famine parce que la récolte avait été mauvaise et la pêche avec, elle a créé une pièce à Paris qu'elle a jouée au profit des Bellilois. Une bonne partie vivante de l'Acadie dans le sang, et j'essaye de la transmettre justement à mon entourage et un peu aux Bellilois parce que c'est mon devoir. Belle-Île, ça a toujours été des croisements de population et ça a toujours été guidé finalement par le même langage qu'est le français. La francophonie à travers toute l'histoire de France, mais d'ailleurs ça de toute façon c'est une histoire politique, mais c'est aussi très intéressant surtout de voir des jeunes, en fait je suis ravi de voir des jeunes qui soient passionnés par ces questions-là parce que je trouve que ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Acadie, ma patrie, à ton nom je me lie. Ma vie, ma foi sont à toi, tu me protégeras, tu me protégeras. Il me fait plaisir ce soir de te remettre au nom de Francophonie sans frontières un certificat de reconnaissance pour tout le travail accompli, pour ta contribution exceptionnelle en faveur de la cause acadienne. Donc c'est bien mérité, c'est bien peu de choses qu'on puisse faire. Je crois que ça s'imposait pour Marie-Vonne les couleurs de l'Acadie, le drapeau. Mais j'ai un véritable aide qui est Baptiste aussi. Il faut le remercier, voilà. Baptiste et toute l'association. Les freins et les éléments de contexte en ligne, et nous allons parler des éléments de solution et les opportunités. Lorsqu'on parle par exemple du programme de volontariat, c'est l'OIF. On sait très bien le rôle de l'Organisation internationale de la francophonie dans l'espace francophone, et avoir ces gens des difficultés
voyez un peu ce que ça fait déjà quand tu dois commencer une expérience en dehors de ton pays. Et déjà, le premier problème, c'est les visas. Donc, ça démoralise déjà la personne, le volontaire qui doit aller sur le terrain. FSF a différents projets à travers le monde et à travers différentes plateformes. C'est vrai qu'avec la Covid, nous avons dû tout particulièrement nous adapter à la situation. Il faut savoir que beaucoup de pays n'ont pas encore l'opportunité, mais on essaye de pousser la francophonie et les francophones au numérique. L'atelier d'aujourd'hui parlait de la mobilité dans l'espace francophone. Il faut aujourd'hui permettre à un francophone du Canada, à un francophone du Sénégal, un francophone d'Australie, d'Asie, d'Océanie, partout, qui puissent se rencontrer et travailler main dans la main, physiquement, pour différents projets. Alors les 3 ateliers, c'était des ateliers très riches, tant au niveau des intervenants que de ceux qui participaient plus globalement, notamment je pense là à Monsieur Lamine Sall qu'on a eu aujourd'hui, à Claire Desronziers, à René Villemur qu'on a eu le premier jour. Et j'en sors satisfait. C'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de richesse dans les partages, mais là je sors satisfait de ces 3 jours, de ces 3 ateliers notamment. Et je pense que s'il y aura une deuxième école d'été, je pense que je postulerai également. Déjà des attentes de dialogue entre les différents francophones autour du monde, je pense que c'est très important. La mobilité, comme c'était le thème de l'atelier aujourd'hui. Je trouve que c'est très bien d'avoir, pour ceux qui n'ont pas forcément l'opportunité de parler une autre langue, et même au contraire, c'est un plus d'avoir le français, de pouvoir le développer et promouvoir cette mobilité, les échanges culturels autour de ça. Également, comme on parlait par exemple tout à l'heure d'intelligence collective, pouvoir faire le partage dans le monde francophone qui est très varié et très riche de toute cette intelligence, et pour pouvoir innover et créer de nouvelles choses. Ce projet vient d'une initiative qu'on a lancée il y a 2 ans pour faire adhérer la Louisiane à la francophonie. La Louisiane, je pense que tout le monde sait un peu qu'il y a des francophones là-bas. En 2018, on a été accepté lors du sommet à Erevan. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plein d'initiatives en Louisiane pour soutenir le français et promouvoir le français. Notre projet en fait consiste à créer un centre culturel donc dédié à la francophonie, à la créolophonie, puisqu'on parle aussi créole louisianais en Louisiane, qui sera situé à la Nouvelle-Orléans. Essayer de mettre en lumière un petit peu tout l'héritage francophone au sens large, on peut dire, que la Louisiane a eu dans de nombreux domaines, donc aussi bien en matière de gastronomie, d'architecture, de musique, avec des influences d'Afrique de l'Ouest, des Caraïbes, de France, donc des choses très très vastes. Et le but c'est vraiment de créer un lieu en fait pour donner de la visibilité vraiment à toutes ces influences, et aussi pour développer de nouveaux échanges, en étant orienté bien sûr vers le futur. C'est l'affaire des poisons de Madame de Montespan, qui était une des maîtresses du roi et qui a quand même eu 7 enfants avec Louis XIV. Elle a empoisonné quelques rivales. Dans l'histoire, il y avait Madame Lavoisin, qui était la pourvoyeuse des poisons. Et l'affaire s'est quand même ébruitée. Elle a fini par se savoir. Madame de Montespan, qui était quand même la mère des enfants du roi, a été mise dans son château à résidence. Par contre, toutes celles, ou tous ceux qui avaient entendu même une rumeur être dans une pièce et qui avaient entendu quelque chose, ont été arrêtés et pas embastillés, parce que enfermés. Madame Lavoisin, elle, a été exécutée en place de Grève à Paris. Et ici ont été enfermées la fille de Madame Lavoisin avec 12 autres personnes. Et quand elles sont arrivées, elles ont été enchaînées au mur. La porte n'avait aucune ouverture.
elle ne devait pas communiquer avec l'extérieur et l'extérieur ne devait pas parler avec elle. Les Anglais étaient déjà prévenus et il y a une flotte qui descendait de Brest toujours pour se réunir ici pour aller envahir l'Angleterre. Donc complètement utopique, donc c'est le Conflans qui a fait ça. Et naturellement, les Anglais étaient tout à fait au courant, ils s'étaient positionnés derrière Belle-Île. Donc les plus gros fleurons de la flotte française, le Thésée, le Royal, tout ça, coulaient. Pendant la guerre de 14-18, c'était les Allemands qui étaient prisonniers ici. Et il y avait même tout un camp sur les glaciers de blessés allemands, parce qu'il y avait un hôpital militaire, donc il y avait tout le camp des blessés allemands. Et par contre, entre 9 et 45, ce sont les Allemands qui occupaient Belle-Île, et il y a eu 3000 Allemands qui ont occupé Belle-Île. Ils sont arrivés dès 1939 et ils ont fortifié Belle-Île. Ça ne suffisait pas, les fortifications de Vauban. Ils ont décidé de fortifier tout Belle-Île, même la côte sauvage. Et donc les prisonniers alliés qui étaient dans ces prisons-ci ont dessiné sur les murs. Et quelques poèmes aussi sur les murs. Tout ça, ce sont les vestiges de cette époque-là. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le mur? Enfoncé à la citadelle ici en disant écoutez, j'ai un tableau qui représente Saujon à Belle-Île de 1761. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc c'est le tableau. Un Acadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour triste et pensif, assise au bord des flots. Un jour triste et pensif, assise au bord des flots. Une des plus petites communautés de communes de France et qui réunit le plus de compétences. On s'occupe de l'aérodrome, on s'occupe de la collecte du lait. Chaque jour, il y a un camion qui collecte le lait dans les fermes laitières de Belle-Île et qui part sur le continent à amener le lait chez Lactalis, dans une fromagerie. On gère un abattoir, donc, où l'on abat les animaux, sauf les gros bovins, et qui nous permet, qu'on porte à bout de bras au niveau de la collectivité belilloise depuis toujours, puisqu'on estime que sans agriculture, notre île ne pourrait plus vivre. Les sarcophages égyptiens sont faits avec du bois de tamaris, parce qu'il n'y a pas d'arbres. Des palmiers, on ne peut pas faire des planches dans des palmiers. Donc dans les oasis du Fayoum, poussaient des tamaris. Moi, je les ai vus beaucoup dans le Ténéré également, au Niger.
Et ce sont les Grecs qui les ont rapportés sur le littoral nord de la Méditerranée. Et de là, ils ont fait leur chemin. Ils se sont ressemés jusque sur le littoral atlantique. Ils sont remontés jusqu'en Angleterre. Mais on n'a pas de traces de pollen fossile de Tamaris abelli. Voilà pour cette plante si familière, si chère au cœur des Bellilois. Merci. Merci. On a eu aussi des moments de partage, d'humour et des moments très riches. Donc je voulais vous en remercier infiniment, toutes et tous. Merci beaucoup pour l'accueil, l'hospitalité. Il y a des correspondances à faire aussi avec l'actualité des migrations et Belle-Île. On a eu un atelier cet après-midi sur la mobilité et la réciprocité dans l'espace francophone. Parce que s'il est très simple pour nous, Français, nous, Canadiens, d'aller en Afrique, d'aller en Asie, d'aller en Amérique du Sud, c'est pas le cas du tout pour certains habitants de pays dits du Sud. Là, on est dans des équations très complexes où il est difficile de construire une francophonie solidaire, cohésive, avec un mouvement de repli, de fermeture. La francophonie ne pourra acquérir sa pleine dimension que si nous construisons une sorte de citoyenneté commune. Vous l'avez même Je m'engage à promouvoir le plurilinguisme et à développer des contenus à l'attention de non-francophones afin de leur montrer tout le potentiel associé au français en tant que vecteur d'innovation et de créativité. Je m'engage à bâtir une francophonie déjà plus à l'écoute de ces communautés dont les échanges doivent devenir réciproques et mutuellement bénéfiques. Ensuite, j'aimerais bâtir une francophonie plus entreprenante, dont les initiatives contribuent à un avenir commun. Et finalement, en somme, une francophonie plus courageuse, celle d'une communauté internationale, de communautés internationales qui osent s'exprimer. Je m'engage à être un francophone sans frontières. Je m'engage à œuvrer de façon plus soutenue à une meilleure implication des jeunes dans la francophonie à travers la promotion de certaines missions, compétences et bienfaits de la francophonie. Plus spécifiquement à promouvoir les échanges transfrontaliers et en ce sens, je compte m'engager et m'impliquer plus durablement dans Francophonie sans frontières. Je m'engage à être actrice d'une francophonie de l'avenir au travers le soutien et la promotion dans cet espace privilégié qu'est le monde francophone, d'une mobilité réciproque, notamment par le biais d'une sensibilisation de la société civile aux enjeux et opportunités qu'offre la francophonie. Je m'engage à travailler dans un esprit d'humilité, en respectant les valeurs et la culture de chacun, et en tentant d'impulser une dynamique de co-construction et de coopération qui vise à s'appuyer sur les savoir-être et les savoir-faire de tous, et tenter aussi d'impulser une dynamique de réflexion collective, car je pense qu'on réfléchit mieux à plusieurs que tout seul. Je m'engage à promouvoir les liens commerciaux, culturels et institutionnels entre la Louisiane et l'ensemble du monde francophone. Je m'engage à continuer à promouvoir le français et l'engagement francophone dans l'exercice de mes missions et dans mes implications associatives. Regarde, j'ai fait...